On reprend, on a nos 4 disques tangents cycliquement, et dans nos hypothèses, on a dû ajouter qu'il y a quelque chose de cyclique ici. On a R, Q, c'est les points de tangence, P, ici S. Il faut que A de R soit égal à Q, B de Q soit égal à P, grand A de P soit égal à S, c'est-à-dire petit a de S est égal à P, et puis à la fin, petit b de R est égal à S. Ce qui va donner que P est un point fixe pour ce commutateur qu'on a appelé grand T. Bon, ça c'est intéressant. Je vous l'ai dit parce que des points fixes, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, on va préciser encore cette histoire de points fixes. Regardez, on va zoomer un petit peu sur ce point P, et ici, voilà CA, voilà ici, d'accord, donc ça, ces trois-là, c'est exactement ces trois-là, d'accord, avec lui qui représente en fait l'image de CB dans A, donc qu'on appelle CAB. D'accord? Celui-ci, ça c'est CAB. D'accord? Ou DAB. Bon, selon si c'est le cercle ou le disque. Alors, maintenant, faisons un zoom là-dessus, et maintenant, ça y est, on a assuré avec tout ça qu'il est tangent ici en P. Maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui se reflète à l'intérieur? Parce que toutes les perles se reflètent les unes dans les autres. Eh bien, regardons du coup dans CB, d'accord, A de l'image par A de ces deux points, c'est quoi? L'image par petit a de ces deux points. Bah, ce point-là, d'accord, il va s'envoyer là, ici, sur cette tangence, puisque, d'accord, ces trois-là se sont retrouvés là, donc lui se retrouve là, et donc ce point qui va être forcément l'image de P. D'ailleurs, on le sait, A de S égale P. Donc ça veut dire que l'image de lui, d'accord, qui est incluse dans l'image de lui, par A, petit a, va se retrouver inclus dans cette image, donc va se retrouver ici. D'accord? Donc ça, quand ça va aller là, ça va aller là. Donc on va avoir, donc ça, je reproduis CA, ensuite là, je reproduis CAB, et là, ici, j'ai celui-ci, qui était en fait petit b grand A, d'accord? Et donc, c'est CABA. Et ensuite, dedans, bien sûr, CAB, grand A, grand B, c'est-à-dire T. Voilà. Et là, on voit que, alors maintenant, on va sauter des étapes, d'accord? Donc à chaque fois qu'on a un nouveau cercle autour de P, c'est qu'on est passé par tout le tour, en fait. Vous voyez, vous avez un effet miroir circulaire. Et donc maintenant, je l'ai appelé T. Donc maintenant, je vais regarder tous les T, parce que T, je sais qu'il fixe P. Les autres ne fixent pas. C'est T qui fixe P, évidemment, on l'a vu ici. Alors là, on a P qui semble être non seulement un point fixe, mais vous voyez dans la dynamique, on regarde CT, CT2, après CT3, etc. On voit que P, c'est un point fixe, mais un point fixe attractif. Voilà. Donc, P est un point fixe attractif pour T. Alors ça, c'est important, d'accord? Parce que c'est une précision, quand même. Mais il y a encore mieux, il y a encore beaucoup, beaucoup plus fort qui va élaguer, en fait, la situation. C'est que si on regarde de l'autre côté, au lieu de regarder ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci, eh bien, on va avoir la même dynamique, mais pour T-1. C'est-à-dire, on est dans C, ça c'est CBA, à l'intérieur, on va avoir CBA grand B, etc., etc., à l'intérieur, et là, on va avoir C, alors bon, je ne le dessine pas parce qu'il est trop petit, mais l'équivalent ici, c'est CBA grand B
grand A qui est égal à T-1. Et donc, là, je l'avais dit à un moment, mais quand même, on a fait un choix un peu inconscient, mais j'ai dit qu'on allait en reparler. C'était d'avoir dit, ces trois-là vont se retrouver là-dedans, dans le même ordre, ici. Et du coup, ça a transformé nos dessins, et on se retrouve dans cette situation, mais on a fait une hypothèse inconsciente. Voilà. Alors, cette hypothèse, elle fait quoi? D'abord, elle fait qu'on a un très joli dessin, c'est exactement ce qu'on veut des perles d'Indra. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que P soit attractif d'un côté, pour T, et répulsif pour T-1. Parce que ça reflèterait pas, ce serait pas joli. Donc, on veut que P soit attractif des deux côtés. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, on a fait ce choix ici, mais ce choix, maintenant, on va devoir le payer. Et on va le payer combien? On va le payer avec une hypothèse supplémentaire. Et là, on arrive à la dernière hypothèse. Après, ça va être juste des résultats. Ça y est, on va pouvoir poser les conditions mathématiques de notre collier d'Indra. Là, on est amené à étudier l'attractivité d'un point fixe d'une homographie. Ça veut dire quoi l'attractivité? C'est-à-dire, est-ce que quand on est dans un voisinage de ce point fixe, est-ce que le fait d'itérer cette homographie va nous faire aller vers le point fixe ou va nous repousser du point fixe? Alors évidemment, comme les homographies s'écrivent matriciellement, eh bien les homographies à conjugaison près par des homographies vont s'écrire aussi matriciellement. Hein. C'est une représentation matricielle. Et donc, on peut regarder toutes les choses à conjugaison près, d'accord? Et bon, les points attractifs ne vont pas être les mêmes, mais bon, l'étude va être la même. Ici, ABCD, donc on rappelle qu'ABCD, c'est une matrice juste inversible, à coefficient complexe, va être semblable soit diagonalisable, une matrice comme ceci, soit une matrice où c'est pas diagonalisable, soit c'est diagonalisable, soit c'est pas diagonalisable. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une racine double, et ici, vous pouvez mettre un 1. Ça, vous savez ça très bien. Ça veut dire qu'au niveau des homographies, Z va s'écrire alpha Z sur bêta. Bon, alors comme c'est inversible, alpha et bêta hein, sont non nuls. Donc de la forme KZ avec un K complexe, hein, c'est alpha sur bêta. Soit alors alpha Z plus 1 sur alpha, et donc c'est Z plus 1 sur alpha. Voilà. Alors ici on a donc une dynamique géométrique, et ici on a une dynamique arithmétique, de suite arithmétique. D'accord ? Alors maintenant, quels sont les points fixes? Pour comprendre les points fixes évidemment de ça, il suffit de comprendre les choses à conjugaison près. Alors, j'ai fait un petit tableau, voilà tous les cas possibles. Soit alors on est dans le cas KZ, mais avec K de module strictement supérieur à 1. Dans ce cas-là, les points fixes de KZ, c'est quoi? Les points fixes de KZ, de toute façon, c'est 0 qui est fixe et l'infini. Donc on a 0 l'infini. 0 qui est répulsif, donc on l'appelle fixe-moi, puisqu'il est répulsif. Quand on multiplie un élément par K un certain nombre de fois, on voit bien que la dynamique autour de 0, elle est plutôt dans l'autre sens. Ici, l'infini, par contre, est attractif. Si on est dans le cas KZ avec le module de K égale 1, là, autour de 0, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Donc ici, on n'a ni de l'attractivité, ni de la répulsivité, c'est juste on est neutre. Maintenant, quand on a KZ avec module de K strictement inférieur à 1, cette fois-ci, c'est 0 qui est point fixe attractif, et l'infini qui est point fixe répulsif, évidemment, la dynamique est dans l'autre sens. Bon, alors maintenant on va regarder Z plus 1 sur alpha. Et ici, l'équation Z plus 1 sur alpha égale Z n'a pas de solution dans C, mais par contre, dans C chapeau, ça a une solution, c'est l'infini. Donc le point fixe, c'est l'infini ici. Et c'est un point fixe attractif. De toute façon, quand vous ajoutez 1 sur alpha un certain nombre de fois,
vous ajoutez un nombre non nul, bah, vous allez aller vers l'infini de façon inévitable. Bon. Et donc, là, on a un seul point fixe, un point fixe voilà, double si on veut, par rapport à ces deux-là, et il est attractif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on voulait que t est pour point fixe p, et que t-1 est pour point fixe p aussi, bien sûr, ça c'est équivalent, mais que des deux côtés ce soit attractif. Et bien, regardez, là quand vous prenez l'inverse, alors l'inverse est compatible avec la conjugaison, hein, la conjugaison de l'inverse, c'est l'inverse de la conjugaison, donc on est toujours dans notre logique de regarder les choses à conjugaison près. Donc ici, regardez, hein, là quand vous avez normalement un point qui est attractif, comme l'infini ici, quand on inverse, bah, d'accord, hein, quand on inverse l'application, la bijection, bah, ça devient z donne 1 sur k, z, donc le module devient plus petit que 1 ici, et le point qui était ici attractif devient répulsif, et inversement. D'accord ? Donc normalement, ça n'existe pas. La seule façon d'avoir un point fixe attractif pour une homographie T et attractif pour l'homographie T-1, c'est celle-ci. Ce qu'on appelle le cas parabolique. Alors, on peut récapituler maintenant les hypothèses. Maintenant, ça va se stabiliser au niveau des hypothèses. Regardez, donc on veut que ces trois cercles soient tangents cycliquement, que petit a envoie C grand A dans C petit a, B C grand B dans C petit b, l'intérieur vers l'extérieur, donc l'extérieur forcément vers l'intérieur, pour petit a et pour petit b. La relation cyclique aussi que A et B vont se renvoyer, vont faire du ping-pong avec les points de tangence, un ping-pong à 4 comme ça, mais aussi que ce qu'on a appelé la transformation T, AB, petit a, petit b, grand B, doit être parabolique. C'est-à-dire, finalement, une racine double dans le polynôme caractéristique, c'est-à-dire que le discriminant du polynôme caractéristique est nul. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour les autres, bah oui, pour les autres, c'est pareil. Parce qu'à partir du moment où AB, grand AB, est parabolique, bah, le discriminant de son polynôme caractéristique, bon, bah, les autres vont être conjugués de toute façon. Hein, si vous prenez par exemple grand B, petit a, petit b, grand A, et bah, c'est B-1 de TB. Donc ça c'est facile à voir. Donc comme ils sont conjugués, eh ben, ça va rester parabolique, puisque le polynôme caractéristique va rester le même. Donc en fait, il suffit d'en demander un parabolique, et les autres, systématiquement, vont l'être aussi. Bon, donc maintenant, ça y est, on a stabilisé nos hypothèses, et on va voir quelque chose d'un peu plus caractérisant, plus facile à caractériser, d'accord? Et allons-y. D'abord, A, B, grand A, grand B est parabolique. Bon, bah, on va faire un petit calcul, quoi. C'est si et seulement si, bah, la trace au carré de AB, grand AB, est égale à 4. Ben oui, ça c'est facile à voir, hein, la preuve. Étant donné que le déterminant, c'est 1, bah oui, puisque A et grand A sont inverses, B et grand B sont inverses, donc ça fait 1. Le polynôme caractéristique de t, hein, ce que j'appelle t, c'est le commutateur, c'est égal à x2 moins t grand X plus 1. D'accord? Où t, c'est la trace. D'accord? Voilà. Mais le discriminant de ça, c'est t2 moins 4. Donc, on veut que ce soit parabolique, donc on veut que delta de qui soit égal à 0. Donc ça fait t2 égale 4. Mais maintenant, mieux, il y a une proposition, parce que, en fait, bon, voilà, quoi, en général, un commutateur, s'il est parabolique, alors il doit vérifier ça. Mais un commutateur dans cette situation-là, là, ici, va faire que AB, grand AB, est parabolique si et seulement si la trace du commutateur est égale à moins 2. Donc il y a uniquement moins 2 qui va être possible. On va voir que la trace du commutateur égale 2 est une chose impossible avec ces hypothèses. Alors, on va montrer par l'absurde que ça, c'est pas possible, avec les hypothèses qu'on a faites sur A et B. Donc on ne peut pas avoir la trace de t, hein, ce qu'on appelait t, le commutateur, hein, égal à 2.
Donc il pourra être qu'égal à moins 2. Hein. Je vais commencer par faire une petite remarque, parce que ça, c'est un piège classique. On pourrait se dire, mais attends, on peut prendre une homographie, hein, elle n'a pas de trace, parce que sa représentation matricielle, elle est définie à un scalaire multiplicatif près. Alors là, c'est oui, mais là, c'est pas n'importe quelle homographie, c'est un commutateur. Donc si vous remplacez A par lambda A et B par mu B, et ben, le fait que ça soit l'inverse et ça c'est l'inverse, ça va rien changer à lui. Donc vous ne pouvez pas le normaliser. Ça reste tout de même le même commutateur, quelle que soit la représentation de petit a et petit b. Donc ça c'est déjà important, parce qu'au départ on se dit trace de 2 ou trace de moins 2, c'est la même chose. Et ben non, pas pour un commutateur. Voilà. Donc, on conjugue hein, petit a et petit b, et quitte à conjuguer, on peut toujours se ramener au cas où petit a, c'est une matrice soit, on a vu, hein, diagonalisable, soit trigonalisable, comme ceci. D'accord ? Voilà. On peut toujours se ramener à ça. Et maintenant, là, B, par contre, c'est une matrice quelconque. Hein, on va la supposer le déterminant 1. Hein, voilà, comme ça, c'est bien. Donc, dans le premier cas, quand on va faire le calcul A, B, A-1, B-1, ça simplifie et on tombe sur trace de T égale 2 moins bêta gamma, facteur de K-1 carré sur K. Bon, vous pouvez faire le calcul, voilà. Donc ce qui fait que le fait que la trace soit égale à 2, ça va faire que ça c'est égal à 0. Donc soit bêta égale 0. Alors si bêta égale 0, vous voyez que en tant qu'homographie, A et B vont tous les deux avoir le même point fixe, c'est l'infini. D'accord ? Si gamma égale 0, là ici, vous avez gamma égale 0, et vous regardez les homographies, il va y avoir le même point fixe, c'est 0. Et si k égale 1, là, il n'y a rien du tout. Quoi. Là, il n'y a que des points fixes, donc on oublie. Donc, ça veut dire que A et B partagent un point fixe. Alors maintenant, on regarde le deuxième cas, et là, on va tomber sur la trace de t égale 2 plus alpha 2, bêta 2. Bon, c'est un peu de calcul, c'est un minimum de calcul. Et donc, soit alpha égale 0, soit bêta égale 0, et toujours pareil, A et B vont avoir un point fixe commun. Le fait d'avoir un point fixe commun, c'est stable par conjugaison, hein, donc on va avoir évidemment un point fixe commun entre A et B. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on a vu que T, il avait un unique point fixe P, donc le point fixe commun de A et B, qui est plus forcément infini, hein, parce que là maintenant, l'infini, on l'a trimballé avec cette histoire de conjugaison, et si on appelle, on va dire Q, le point fixe commun, A de Q, c'est Q, B de Q, c'est Q, donc T de Q égale Q, et comme P est l'unique point fixe de T, ça fait que T égale P. Donc ça veut dire que A de P égale P, B de P égale P, et ouais, mais c'est pas possible, parce que c'est en contradiction avec les hypothèses qu'on avait fait sur A et B. Voilà. Hein, donc on avait une cyclicité dans l'assignation des points de tangence. Voilà. Donc maintenant, on a trouvé l'absurde, hein, et la trace ne peut pas être égale à 2, ce qui va faire que la trace est égale à moins 2 automatiquement. Alors ça, c'est facile, donc finalement, on n'a qu'à se donner petit a, petit b, et puis vérifier ce truc-là. Et il y a encore quelque chose de plus facile, c'est l'identité de Markov, que j'ai découvert dans le livre, là. C'est une identité qui dit, si... Alors, on va supposer qu'on a deux matrices de 2 complexes de déterminant 1. Alors, on a cette identité que la trace du commutateur, c'est égal à la trace de A carré, plus la trace de B carré, plus la trace de AB carré, moins trace de A, trace de B, trace de AB, moins 2. D'accord ? Alors, bon, la preuve, c'est assez facile. D'ailleurs, je me rappelle que dans un problème d'agrég interne, il y avait ça. C'est un truc qui m'est resté, mais je ne saurais pas le retrouver. Cette formule, c'est la grand-mère de toutes les formules de traces, hein, en dimension 2. Si vous prenez M de déterminant 1, d'accord,
une matrice M de 2, hein, de déterminant 1. Donc vous appliquez quel est Hamilton, quelle horreur, j'ai mis 1, alors que c'est identité. Voilà. M2 moins trace de M, grand M, est égal à plus identité égale 0. Bon, ok. Maintenant, je vais multiplier par M moins 1 à droite et par N à droite. Donc ça fait Mn moins trace de M, N, plus M moins 1, N, égale 0. Maintenant, je vais prendre la trace, et ça fait trace de Mn plus trace de M moins 1, N, est égal, je passe de l'autre côté, trace de M, trace de N. Voilà. Donc ça, c'est... Avec ça, en matrice de 2, on a toutes les formules de traces qu'on veut, par récurrence, vous voyez. Et ici, bon, l'identité de Markov, alors bien sûr, vous pouvez le démontrer sauvagement, hein, mais plus subtilement, avec cette formule, à chaque fois que vous avez ici A, B, A, pardon, ici c'est grand B, bien sûr, voilà, c'est le commutateur, hein, de toute façon, voilà. À chaque fois que vous avez là un produit, donc vous commencez par remplacer ça, cette trace, vous remplacez petit a par A-1, donc ça va faire grand A. Et donc ensuite vous allez continuer, vous allez réappliquer la formule plusieurs fois, et vous prenez une large feuille, et puis vous descendez, vous allez voir, c'est assez agréable, hein, je ne vous gâche pas le plaisir, et vous montrez cette formule, à la fin vous avez ça. Hein, vous simplifiez au fur et à mesure, évidemment vous utilisez le fait que la trace et vérifie trace de AB égale trace de BA, voilà, l'invariance par conjugaison, etc. Et vous allez avoir, et avec cette formule, que vous utilisez successivement, au moins 3-4 fois à mon avis, et puis ça simplifie, et on tombe sur ça. Avec vraiment le 2 qui vient de la trace de l'identité, hein, évidemment, puisqu'on a des matrices de 2. Voilà, donc maintenant, regardez, c'est simple, c'est-à-dire que nos histoires de parabolicité, je ne sais pas si ça se dit, le fait que t soit parabolique et du coup que tout, ça va se montrer vraiment très facilement avec des calculs complètement bateaux, puisqu'il suffit que la trace ici soit égale à moins 2, ça veut dire qu'on arrive à trace de A, trace de B et trace de AB doivent vérifier l'équation x2 plus y2 plus z2 moins x, yz égale 0. Et ça, c'est une équation qu'on rencontre souvent en mathématiques, aussi dans les équations diophantiennes. Voilà, c'est tout simple. Ça y est, maintenant, on a tous les outils de calcul pour mettre en place ce qu'il faut, et puis ensuite pour pouvoir faire des dessins, et déjà faire des calculs dans des cas simples, et puis ensuite, dans les cas compliqués, utiliser la machine et utiliser la programmation. Voilà, à suivre.